Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Depuis un certain moment, la République démocratique du Congo fait face à un balai diplomatique. Plusieurs personnalités se sont succédées sur le sol congolais, notamment le président angolais Joao Lourenço, le président honoraire Uhuru Kenyatta, mais également le président du comité des sanctions de l'ONU, Michel Xavier. Toutes ces personnalités ont rencontré le chef de l'État, notamment concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, encore une fois, on en parle tout au long de cette émission. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Parlons Nation, une émission qui est essentiellement basée sur les analyses politiques. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque. Lui, c'est Junior Koudoura. Je rappelle qu'il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également communicateur du parti au pouvoir. D'entrée de jeu, je m'en vais le saluer. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Augustin. C'est toujours un plaisir d'être reçu dans cette émission Parlons Nation que vous animez à merveille. La République démocratique du Congo fait depuis un certain moment d'un balai diplomatique. Avions tous vu plusieurs personnalités défiler ici en République démocratique du Congo. Ma toute première question, vous pensez réellement que la diplomatie va résoudre le problème, l'éternel problème, plusieurs années à l'est de la République démocratique du Congo? Je pense qu'effectivement la diplomatie joue un rôle prépondérant. On ne peut pas s'en passer actuellement parce qu'effectivement le chef de l'État a pris une posture ferme et des décisions fermes qui auront des conséquences sur le plan régional. Ce qui fait que les pays régionaux qui nous entourent et qui subiront les conséquences d'une prise de position ferme de la RDC ont compris l'intérêt pour eux de venir en RDC, écouter le son de cloche du président de la République, de la RDC, qui a estimé qu'effectivement les tentatives diplomatiques entreprises entre le Rwanda et la RDC n'avaient pas suffisamment porté leurs fruits et que donc par rapport à cela, il fallait donc agir et prendre une posture beaucoup plus ferme et donc envisager sérieusement la guerre. Face à ça, la posture du chef de l'État a bel et bien été prise en compte par les États régionaux, d'où la présence en RDC de ces chefs d'État qui viennent écouter notre position et voir dans quelle mesure donner plus de solutions à la diplomatie qui jusqu'ici a été peut-être inefficace selon le président de la République. Et donc, avec les nouveaux pourparlers qui vont reprendre bientôt au Kenya d'ici le 21 novembre, trouver des solutions idoines et bien plus écouter les desiderata de la RDC afin d'apporter des solutions diplomatiques, à défaut, comme le chef de l'État l'a dit, d'une option militaire que la RDC est résolue à prendre en cas d'échec de ces négociations diplomatiques. Donc effectivement, la question diplomatique demeure l'option favorisée par les États régionaux qui ne voudraient pas d'une guerre entre la RDC et le Rwanda qui aurait des conséquences démographiques sur le mouvement de population, qui fuirait les conflits, des conséquences humanitaires, etc. Donc oui, le discours du chef de l'État la semaine passée, en début de mois, porte ses fruits.
la diplomatie autour de la RDC s'active et à défaut, nous sommes évidemment prêts à prendre les mesures nécessaires militairement pour défendre le pays et ses frontières. Voilà, justement, avant de faire un état des lieux ou de suivre ce qui a été la quintessence sur cette rencontre entre les deux chefs d'État, vous parlez tantôt de la posture actuelle du chef de l'État après le discours devant la nation, après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, le chef de l'État qui a quand même décidé de ne plus encore quitter le pays et maintenant nous voyons que ce sont ses partenaires qui viennent vers lui. Est-ce une bonne chose? Oui, la diplomatie, elle est réciproque. Nous pouvons aller vers les partenaires, ils peuvent venir vers nous. L'essentiel, c'est d'être écouté, de porter sa voix très haut et trouver des solutions. Nous, effectivement, nous sommes d'avis et nous supportons le chef de l'État qui, effectivement, il fallait taper du poing sur la table, être très offensif tel qu'il l'est aujourd'hui, afin de pousser les partenaires régionaux à trouver des solutions idoines qui auront des conséquences aussi sur leurs États de manière générale, de manière individuelle aussi. Et à défaut, de lever des options individuelles pour la RDC parce que la diplomatie n'aura pas porté ses fruits. Donc le chef de l'État donne l'opportunité aux États régionaux qui auront des conséquences, qui vivront les conséquences d'une guerre entre le Rwanda, de trouver des solutions pacifiques. Et donc de ne pas nous amener à une solution unilatérale qui aurait des conséquences régionales. Donc oui, nous estimons que la fermeté du président de la République est une bonne chose, que cette fermeté porte ses fruits parce qu'à l'aube de cette nouvelle reprise des négociations entre le Rwanda et la RDC au niveau du Kenya, on sent qu'effectivement les pays sont impliqués de manière générale parce que de manière régionale, il y aurait des conséquences graves. Et les pays ont compris qu'effectivement la RDC prend cette question de manière très sérieuse et qu'elle est prête à tout pour défendre son territoire. Et je suis content, comme vous le dites, que si les échos sont tels que la population et les observateurs constatent de la fermeté au niveau du président de la République, c'est une bonne chose car c'est un succès puisqu'effectivement c'est le but recherché. Très bien. Que les gens nous prennent au sérieux. Très bien. Alors, nous allons regarder cet élément. Nous allons justement voir ce qui a été l'importance ou la quintessence de cette rencontre entre les deux chefs de l'État. Et puis, on se retrouve tout justement après. Le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative. Très bien. Alors, de retour sur ce plateau, alors, Monsieur Junior, à partir du moment où les deux chefs d'État réitèrent ce qu'a été les résolutions prises dans la feuille de route de Nairobi, mais également la feuille de route de l'Angola, est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas en train de cantonner sur une même place, d'autant plus que toutes ces résolutions n'ont pas été mises en œuvre ou en exécution? Non, nous pensons que la diplomatie n'exclut pas que la RDC puisse prendre des mesures sur un autre champ, notamment le champ militaire. Nous pensons que, nous le voyons même aux États-Unis, les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine face à la Russie, quand bien même les conflits entre l'Ukraine et la Russie persistent, il y a des tentatives diplomatiques incessantes qui ont lieu chaque jour pour trouver une solution. Et on constate plusieurs avancées, évidemment. Mais ici, apparemment, il n'y a pas d'avancée. Aucune avancée puisque le conflit militaire continue entre la Russie et l'Ukraine. Donc les avancées, la seule avancée, ce serait la fin de la guerre. Nous estimons que la seule avancée, ce serait la fin, d'abord, de l'intrusion des groupes armés M23 au niveau de la RDC, 2, la fin du soutien du Rwanda aux groupes armés M23, 3, la fin du soutien des lobbying internationaux, des pays internationaux occidentaux au Rwanda. Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes sur l'aspect diplomatique, nous avons laissé l'option militaire très sérieuse que nous considérons de la guerre. Mais nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons levé l'option de défendre notre pays, même à travers la guerre,
que nous lâchions la diplomatie. Et justement, je vous prends un mot. Permettez-moi de vous prendre un mot, s'il vous plaît, Monsieur Junior. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant la nation. Il a retracé le schéma après les consultations de Nairobi, du Luanda, mais également sur initiative du président français, le président Macron. Toutes les résolutions, arrêt immédiat des hostilités, mais également retrait des troupes de M23. Ça n'a pas tenu. À combien plus forte raison doit-on continuer à réitérer sur ces résolutions? Le président de la République, pendant son premier mandat, il est arrivé en 2019. La question rwandaise en RDC, c'est depuis 97, 97. La question du M23, c'est depuis 2012, 10 ans déjà. Le président de la République est celui qui, de tous nos présidents, a pris à bras le corps cette question et qui en fait une priorité de son mandat, quitte même à sacrifier d'autres questions tout aussi importantes. Donc aujourd'hui, dire que nous aurons une solution après 2 négociations de paix, alors que ça fait 20 ans que nous sommes en crise avec le Rwanda, ce serait peut-être un peu utopique. Nous pensons que les démarches sont faites diplomatiquement, d'une diplomatie agressive pour trouver des solutions. Et effectivement, nous pensons qu'à défaut d'une solution diplomatique, l'option militaire demeure aussi une option très sérieuse. Mais il ne faut pas dire que parce que nous négocions, que nous allons de négociation en négociation, non. La négociation demeure, mais les options militaires sont prises, elles sont étudiées, et je vous garantis que nous trouverons des solutions à ces questions-là. Parce que la volonté, elle y est, parce que nos troupes travaillent sur terrain, parce que politiquement, le chef de l'État mobilise la population, parce qu'il a de la volonté ferme au niveau de la politique et des gouvernants de notre pays de trouver des solutions concrètes à la résorbation de cette crise de manière définitive. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en RDC, la diplomatie n'exclut pas l'option militaire et l'option militaire n'exclut pas de continuer à travailler avec les partenaires régionaux qui sont de bonne foi parce que c'est une question régionale. Donc il faut aller concomitamment avec les deux aspects à la fois. Entre-temps, la question elle est régionale, elle n'est pas que nationale. Les conséquences d'une guerre RDC-Rwanda auraient des conséquences internationales, tant pour la RDC que pour le Rwanda, tant pour nos intérêts positifs pour la RDC, avec des partenaires que nous avons qui sont des partenaires fiables et sérieux, que tant sur le plan négatif avec le Rwanda. Donc effectivement, il faut lier les pays internationaux de la sous-région parce qu'il ne faudrait pas que nous nous soyons isolés non plus. Parce que nous aurons pris une initiative unilatérale sans consultation. Laissons ces négociations aller jusqu'à terme et lorsqu'elles échoueront et que nous estimerons que nous avons donné trop de bonne foi de notre part, mettons à ce moment-là l'option militaire sur la table clairement et préparons-nous en conséquence. Et je pense que nous sommes en train de nous préparer en conséquence face à cette question militaire. Nous allions les deux solutions, mais l'une n'exclut pas l'autre. Très bien. Alors, nous allons regarder cet élément. Nous allons justement voir ce qui a été l'importance ou la quintessence de cette rencontre entre les deux chefs de l'État. Et puis, on se retrouve tout justement après. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que je reçois sur ce plateau Junior Koudoura. Il est justement communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir. Alors, nous allons justement essayer de changer des thématiques. Évidemment, la plus grande actualité reste la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également Fayoulou, qui appelle à une requalification d'une mission onusienne sur le sol congolais sous une autre forme. A-t-il raison? Je l'ai dit lors de notre émission précédente avec vous, une émission qui, je pense, avait été suivie. En 2010, la MONUC a changé, a été requalifiée MONUSCO, avec la même mission, protection des civils, protection des populations humanitaires et stabilisation et consolidation de la paix et du système politique congolais. Ça a été un échec, puisque 2 ans plus tard, le M23 est né et il y a eu la fameuse résolution 2098 des Nations Unies qui a permis la création d'une brigade d'intervention de laquelle a découlé la création de la plus grande brigade d'intervention de la MONUSCO, donc de la mission la plus élevée en termes d'effectifs dans le monde. C'était celle de la RDC à travers cette résolution 2098 où la MONUSCO avait pratiquement 18 000 hommes en RDC à travers cette brigade d'intervention
pour résorber la question de la sécurité dans l'Est de notre pays. Je préfère... 10 ans plus tard, ça a été un échec. Donc quand on nous explique qu'il faut requalifier le nom de la MONUSCO, parce que cette requalification-là et cette modification de l'objet social de cette nouvelle MONUSCO va changer la question de la RDC et la question de la guerre à l'Est, c'est une erreur, c'est méconnaître d'abord l'historique de la MONUSCO RDC et c'est méconnaître la géopolitique internationale. Aujourd'hui, le problème de la MONUSCO en RDC, c'est pas comme notre cher opposant le dit, son intitulé, ni même qu'il y ait une brigade d'intervention ou pas. La MONUSCO a déjà changé d'intitulé, ça n'a pas porté ses fruits. La MONUSCO a créé ici en 2012 une brigade d'intervention, ça n'a pas porté ses fruits. La question de la MONUSCO, c'est comme on le dit, il n'y a pas d'alliés ni d'ennemis, ni des intérêts communs. Je préfère, avant d'entrer dans les détails, que nous retournions de l'autre côté de la régie pour suivre ce qu'a été l'intervention de l'opposant congolais Martin Fayoulou. Et on se retrouve justement après pour analyser justement ses propos. Vous appelez à la mise en place d'une nouvelle mission de l'ONU dans l'Est de la RDC. Pourquoi la mission que vous appelez de vos voeux réussirait-elle alors que la MONUSCO n'y est pas parvenue? Parce que ce sera une mission robuste, une mission qui va combattre, une mission comme nous avions dans les années 60-64 et ce qu'on appelait ONUC, Opération des Nations Unies au Congo. Très bien. Alors, de retour sur ce plateau, quand il dit que cette requalification doit être robuste sur le sol congolais, qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Est-ce qu'il ne fait pas allusion aux mesures d'accompagnement? Autrefois, je vous relance, autrefois, vous avez parlé de cette requalification plusieurs fois, mais quand Fayoulou parle d'une requalification robuste, il s'avère qu'il fait allusion aux mesures d'accompagnement de cette requalification-là. Bon, nous-mêmes, nous posons la question, que veut dire une requalification robuste? Parce que en 2012, je l'ai dit, il y a une brigade d'intervention qui a été créée ici en RDC à travers la MONUC, pratiquement 18 000 hommes, la plus grande mission des Nations Unies dans le monde, c'était en RDC. 10 ans plus tard, résultat zéro. Donc une requalification, une mission plus robuste, qu'est-ce que ça veut dire quand nous avons en RDC déjà aujourd'hui la plus robuste des missions des Nations Unies dans le monde? La question des Nations Unies, pourquoi les Nations Unies échouent? Parce qu'aujourd'hui, je le disais avant que nous voyions cet élément à la télévision, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'alliés ni d'ennemis, il n'y a que des intérêts économiques. C'est ça la politique, c'est ça la géopolitique, c'est ça la géostratégie. La MONUC, la MONUSCO, ou l'ONUC, comme peu importe comment nous l'appellerons, a des intérêts ici à travers les pays qu'elle représente. Tant que ces intérêts économiques convergeront vers la raison d'être de la MONUC en RDC, eh bien la situation restera dans un statu quo. En d'autres termes, si aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, qui est très bien informé, le mieux informé aux Nations Unies, vous dit que la M23 agit en RDC de manière directe, mais de manière indirecte également à travers le Rwanda directement, ça c'est le numéro 1 des Nations Unies qui vous le dit. Antonio Guterres. Ça veut dire qu'il est conscient des rapports qu'il reçoit. Ça veut dire que les Nations Unies qui, sachant cela, demeurent passifs et même complices du Rwanda, ça veut dire que cette question du Rwanda qui soutient la M23 arrange les Nations Unies, arrange les pays qui soutiennent le Rwanda dans cette quête incessante et éternelle des richesses du Congo à l'Est, de manière dissimulée derrière des groupes armés, qui eux se dissimulent, et donc le Rwanda se dissimule derrière ces groupes armés, et les puissances occidentales se dissimulent derrière le Rwanda pour exploiter nos richesses. Tant que cette situation arrangera l'Occident qui manipule le Rwanda, qui à son tour manipule le M23, il y aura toujours une inefficacité des Nations Unies dans la RDC. Comment justifier que plus de 18 000 hommes, une brigade d'intervention, plus de 70 résolutions, plus de 20 ans d'existence en RDC, la MONUSCO échoue face à des groupuscules de petits groupes qui sont démunis, qui sont appauvris, qui sont armés par des petits pays comme le Rwanda. Des petits groupes, mais plusieurs groupes. On parle de plus de 100 et quelques groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation sécuritaire profite à l'Occident, et donc cette situation profitant à l'Occident, on ne peut pas espérer logiquement que parce que nous requalifierions le nom de la MONUSCO en RDC, cela, comme une baguette magique, changerait les choses en RDC. Est-ce que c'est pas parce que... C'est une question d'intérêt, et tant que les intérêts des Occidentaux seront préservés par le Rwanda qui, de manière illégale, prend nos richesses pour les redistribuer aux Nations Unies qui les soutient, enfin aux États-Unis et à l'Occident qui les soutient,
la situation de la MONUSCO RDC sera toujours chaotique et un échec parce que elle bénéficie, cette complicité, elle bénéficie aux intérêts occidentaux. Donc c'est là le point. C'est pas simplement le Rwanda qui soutient le M23, c'est l'Occident qui soutient le M23 à travers son silence, à travers donc les intérêts indirects qu'elle gagne à travers le Rwanda présent RDC via le M23. Très bien. Alors restons-y un peu. Quand M. Fayulu appelle à la mise en place de cette nouvelle force onusienne sur le sol congolais, oui. Est-ce que c'est pas parce que cette mutualisation des forces, parce que tous avions décrié que la MONUSCO doit libérer le sol congolais, mais quand même nous sommes en mutualisation des forces avec le UPDF aujourd'hui. Avec cette force régionale, l'arrivée des troupes kenyans sur le sol congolais qui ne portent pas quasiment de fruits. Voilà pourquoi, peut-être c'est dans cette idée que l'opposant congolais veut qu'on puisse requalifier cette mission onusienne sur le sol congolais. Non, l'objectif de la requalification n'a rien à voir, comme je l'ai dit. Les intérêts américains aujourd'hui font que la guerre à l'est du pays, la stabilité profite aux puissances étrangères, aux multinationales étrangères, et vous aurez beau les requalifier 10 fois, 20 fois, 30 fois, tant que les Occidentaux auront intérêt à ce que le Rwanda déstabilise l'Est pour nos richesses, le coltan, le cobalt, etc., la situation de la MONUSCO demeurera la même, c'est-à-dire un échec. Donc autant libérer l'espace, autant que la MONUSCO libère l'espace en RDC, et nous permettre à nous de travailler sur des partenaires sérieux, fiables. Premier partenaire, je l'ai dit, notre propre population. Deuxième partenaire, les pays africains qui comprennent que l'instabilité RDC-Rwanda sera négative à ces propres pays étrangers qui nous entourent, régionaux. Et donc, ceux-ci auront intérêt à travailler de manière concomitante avec la RDC pour trouver des solutions idoines. Mais une requalification, comme le dit l'opposant, une mission beaucoup plus robuste, ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des hommes qui sont à la botte de leur chef direct, les pays occidentaux, qui pour des intérêts économiques ont besoin d'une instabilité RDC pour exploiter des richesses à des moindres coûts. C'est simplement ça. Donc c'est rêver de dire que parce que nous aurons une nouvelle mission, qui aurait un nouveau nom, qui aurait une mission beaucoup plus nombreuse en termes d'effectifs, comme ça, d'un coup, après 20 ans, ça changera les choses. Il faut mettre la MONUSCO face à ses responsabilités, la mettre de côté, trouver d'autres solutions alternatives, nous battre nous-mêmes et faire pression avec cette résilience que nous aurons pour chasser les étrangers dehors, les étrangers de Rwanda et le M23 qui veulent nous attaquer, et après redistribuer le cartes et renégocier les partenariats internationaux. Très bien. Alors nous allons un peu essayer de donner du contenu dans cette histoire de l'embargo de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, que la RDC n'arrive pas justement à payer les armes sophistiquées ou les armes modernes, mais lors de son passage sur le sol congolais, ce dernier l'a annoncé que cet embargo ne concerne pas le gouvernement de la République démocratique du Congo, justement pour acheter les armes. Lui, c'est qui? C'est Michel Xavier Biang. Il est le président du comité de sanctions à l'ONU. Il a parlé, on l'écoute et on se retrouve tout simplement après pour analyser ses propos. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement, mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Voilà, de retour sur ce plateau, lors de son passage sur le sol congolais, Michel Xavier Biang, président du comité de sanctions de l'ONU, il a si bien dit, cet embargo ne concerne pas le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors ma première question, ou la question est celle de savoir, sommes-nous sous embargo, oui ou non? Alors,
techniquement, selon la résolution 1807 de 2008, nous ne sommes pas sous embargo. L'embargo concerne effectivement les groupes armés, comme l'a dit le président de la commission en sanctions des Nations Unies. Mais quand vous suivez l'élément que nous venons montrer à la télévision, est-ce que cela ça fait du sens de mettre sous embargo un groupe armé qui par définition est illégal et qui par définition exerce des activités illégales, informelles et interdites dans une zone déterminée? En d'autres termes, vous mettez sous embargo des structures qui par définition, dès leur naissance, ont décidé d'être dans l'illégalité pour exercer leur activité. Donc en d'autres termes, vous mettez sous embargo des gens qui s'en foutent en réalité, qui n'en ont rien à faire de votre embargo et qui n'aura aucune conséquence. Parce que ces gens-là exercent dans l'illégalité par leur propre volonté. Ils ont choisi des voies détournées pour exercer leur activité et atteindre leur objectif. Ces gens-là se fournissent leurs armes par leur propre volonté de manière illégale, par des circuits illégaux. Donc vous mettez sous embargo des gens qui d'eux-mêmes déjà ont décidé d'être dans l'illégalité. Donc vous n'allez rien sanctionner du tout. Deuxième chose, quand M. Bian nous explique que la RDC n'est pas sous embargo, mais que la nécessité de notification concerne les fournisseurs d'armes en RDC, eh bien, c'est encore pire qu'un embargo. Parce qu'en fait, là, non seulement, tenant compte du fait que nous sommes en 2022, que par le principe de souveraineté nationale, il est difficile aujourd'hui dans le monde moderne d'imposer à la RDC l'interdiction d'acheter chez tel ou tel fournisseur, les Nations Unies ont contourné le problème de la question et ont décidé de carrément s'attaquer aux fournisseurs potentiels de la RDC en disant, écoutez, on ne peut plus interdire la RDC, plutôt que d'interdire la RDC de se fournir des armes, nous allons carrément demander à leurs fournisseurs de nous notifier sur tel type d'armes, quelle quantité, quel modèle. De manière à ce que ces fournisseurs-là, qui de manière générale et majoritairement sont des fournisseurs qui exercent, qui ont leur siège social et qui sont de nationalité étrangère occidentale, sont donc à la merci des Nations Unies et donc de l'Occident, et seront donc beaucoup plus malléables à appliquer les décisions des Nations Unies qui sont en fait leurs propres chefs. Donc en réalité, c'est pire qu'un embargo qui dirait par exemple la RDC, vous ne pouvez pas acheter là-bas. Cet embargo aussi qui est caché est un embargo beaucoup plus sévère parce qu'en fait les Nations Unies ne traitent même plus avec la RDC. Les Nations Unies traitent directement avec les fournisseurs potentiels de manière à être sûrs qu'ils auront la bonne information en temps réel et qu'ils pourront, oui ou non, après notification, prendre des décisions. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas simplement notifier les Nations Unies. Suite à cette notification, il y aura un veto ou un accord pour dire oui envoyez, non n'envoyez pas, ou oui envoyez mais patientez encore un peu, ou oui envoyez mais c'est pour quelle quantité, c'est pour faire quoi. Donc effectivement, l'embargo, textuellement, légalement, il n'est pas là, mais la notification faite aux fournisseurs est d'autant plus efficace et néfaste contre la RDC parce que la MONUSCO détient à travers ces fournisseurs-là qui essentiellement sont occidentaux la possibilité de fermer les robinets de fourniture d'armes à la RDC de manière directe par leurs propres entreprises internationales. Et donc avec une efficacité bien plus importante encore qu'un embargo formel, textualisé. Donc non, formellement, nous ne sommes pas sous embargo à travers les textes, mais oui, de manière juridique, cet embargo légal des Nations Unies a été contourné et est même encore beaucoup plus néfaste. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères l'a dit, que cette décision de notification, elle a été posée sur la table par la RDC pour qu'elle soit retirée et que la RDC puisse être libre de négocier, de traiter avec des fournisseurs d'armes qui pourraient à ce moment-là nous fournir librement à la RDC. Mais comment expliquez-vous la contradiction entre les deux personnalités? Encore une fois, c'est les intérêts. Comment justifier que la RDC, on nous dise que la notification d'armes, la notification des fournisseurs par rapport aux armes qu'ils nous fournissent est importante pour lutter contre la prolifération des armes au niveau de l'Est de la RDC, pour savoir comment les groupes armés se fournissent, pour savoir d'où viennent les armes, d'où viennent les munitions, quand les Nations Unies sont déjà au courant que c'est la RDC, que c'est le Rwanda qui fournit les armes au M23, que c'est le Rwanda qui attaque la RDC à l'Est du pays. C'est ridicule. Vous êtes en train de mener des enquêtes alors que le numéro 1 des Nations Unies vous dit que oui, effectivement, nous savons que le Rwanda est derrière le M23. Deuxièmement, est-ce que vous pensez vraiment que même s'il fallait notifier les pays, notifier les Nations Unies qu'effectivement nous avons pris des armes au niveau de tel fournisseur, est-ce que vous pensez vraiment qu'un pays comme la RDC, un pays sérieux, va se fournir en armes pour armer les groupes armés?
s'attaque contre ce propre pays-là. Donc aujourd'hui, on peut parler d'une... Ça n'a pas de sens. On peut parler d'une sorte d'hypocrisie des Nations Unies face à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas contourner cet aspect des choses, nous, comme le ministre... Voir d'autres partenaires ailleurs. C'est le cas. Mais aujourd'hui, la question, les Nations Unies, c'est une grosse structure internationale, regroupant pratiquement 89% des pays dans le monde. Ces fournisseurs-là appartiennent essentiellement à l'Occident. Cet Occident-là exerce des pressions sur les fournisseurs, dont ces fournisseurs ont besoin des accords pour exercer leur activité. Mais vous vous doutez bien que quand vous dites par exemple que oui, non, nous voulons en fait que ces fournisseurs notifient si la RDC achète chez eux pour savoir si ces pays ne vont pas glisser entre de mauvaises mains, mais est-ce que vous pensez que la RDC peut acheter des armes chez des fournisseurs étrangers et donner ces armes au M23, au Rwanda, pour que le Rwanda attaque maintenant la RDC et que la RDC soit dans l'instabilité? Même un chef d'État normal ne peut pas le faire parce que cela produirait de l'instabilité pour son propre pouvoir. Donc c'est insensé. C'est encore une fois une manœuvre dilatoire, cachée, de mutisme et de complicité, parce qu'effectivement aujourd'hui, les groupes armés, ils ne vont jamais aller se fournir en armes de manière formelle chez des entreprises formelles et formalisées occidentales pour avoir des armes. Évidemment que ces groupes armés-là vont se fournir de manière illégale et de manière dissimulée à travers des processus complexes et à travers des États, qui ces États-là les fourniront pour des intérêts économiques, notamment le Rwanda précisément. Donc quand on dit qu'on veut comprendre quel est le circuit des armes, quel est le circuit de fourniture de munitions des groupes armés, comme si les choses n'étaient pas encore évidentes, c'est de l'hypocrisie, c'est de la manipulation. Et la RDC, le gouvernement l'a bel et bien compris, d'où la prise de position du ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Christophe Lutundula, qui a dit effectivement que nous souhaitions en RDC, et la demande de la levée de cette sanction, toutes ces années, attendre pour introduire cette levée maintenant. Ce n'est pas la naïveté de ce gouvernement. Je l'ai dit, non, c'est au contraire, c'est le dynamisme de ce gouvernement. Parce que la question n'a jamais été... Ils ont pris assez de temps, beaucoup de temps, plusieurs années, que cette question sous embargo nous colle sur... Cette demande formulée par le gouvernement congolais est la première demande formelle dans ce sens-là. Cela n'a jamais été fait auparavant. C'est à travers le président Tshisekedi et son gouvernement que cette question est posée sur la table, que cette requête de retrait de notification qui nous empêche de fonctionner formellement, correctement et rapidement avec nos partenaires internationaux dans la fourniture d'armes, cette question doit être posée sur la table et cette notification, ce besoin de notification doit être retiré parce que ça nous empêche de nous fournir en armes et parce que ça nous empêche d'être efficaces sur le terrain. Et aujourd'hui, pourquoi maintenant? Parce que le chef de l'État prend la question à bras le corps, parce qu'il y a un dynamisme au niveau politique sur la question de l'Est de la RDC et que ce dynamisme n'a jamais été constaté auparavant. Donc pourquoi pas avant? Il faudra demander peut-être au gouvernement passé pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, mais nous sommes là, lors de notre premier mandat, nous prenons la question à bras le corps et nous portons cette question sur la table des Nations Unies, sur la table des négociations, pour effectivement mettre cette question de côté et progresser vers des partenariats beaucoup plus transparents, soit avec ces fournisseurs occidentaux, soit avec d'autres qui seraient beaucoup plus transparents. Quand les Nations Unies parlent d'avoir un gouvernement, des notifications pour d'abord déterminer les types d'armes que nous devons justement avoir ou acheter, est-ce que ce n'est pas limiter le gouvernement face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Vous l'aviez évoqué tantôt que les groupes armés du M23, nous les appelons les groupes terroristes, sont très bien équipés et avec des armes modernes. Pour tout un gouvernement, il faut d'abord savoir les types d'armes que vous devez acheter pour faire face à cette situation. Ce n'est pas limité. Le plus important, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Rwanda soutient militairement le M23. Le Rwanda soutient militairement le M23, il n'y a plus d'équipe. Et ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Aujourd'hui, dire que pour savoir d'où viennent les munitions pour le M23, d'où viennent les armes pour le M23, il faut que l'RDC notifie, il faut que les fournisseurs notifient les Nations Unies de ce qu'ils transmettent à la RDC en termes de munitions, c'est ridicule. En quoi est-ce que le fait de savoir qu'est-ce que la RDC a acheté en termes d'armes va vous dire comment se sont procurées les armes du M23 ? Ça n'a aucun sens. Vous posez une question A et vous voulez une réponse B. Et aujourd'hui, nous savons très bien que de toute façon, la RDC n'a aucun intérêt à acheter des armes pour les donner à des agresseurs, pour déstabiliser son propre pouvoir. Et troisième chose, nous savons très bien que des groupes rebelles, par définition, se procurent des armes de manière illégale, de manière illicite, qu'elles sont dans des trafics d'armes, de munitions illicites. Et donc, un embargo qui concernerait les groupes armés, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, c'est inutile.
Parce que par définition, ces groupes armés se sont consignés pour agir de manière illégale, de fond en comble. Donc quand vous mettez en place des embargos contre des groupes illégaux, blacklistés, vous n'avez rien fait. Puisque toute société internationale, même nationale sérieuse, qui veut exercer, tenant compte du monde, de la mondialisation, ne peut pas raisonnablement traiter de manière formelle avec des groupes armés qui sont blacklistés. Très bien. Alors, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cette émission. J'ai certainement envie de vous poser cette question après le passage justement du président du comité de sanctions de l'ONU en République démocratique du Congo. C'est le Gabonais Michel Xavier Biang. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cet armement que la RDC nous a présenté, avions vu des hélicoptères, des bombardements, des avions, des chasses, que peut-être tous ces pays ne pensaient pas que la RDC pouvait aussi avoir cet armement. Et voilà pourquoi il vient justement dire ces propos. Je pense que le monde a compris que la RDC se prend en charge, le monde a compris que la RDC est résolument tournée vers des solutions beaucoup plus dynamiques, offensives, et que la question militaire n'est plus simplement une question, mais une réelle option que la RDC et le gouvernement, à travers le chef de l'État, envisagent. Et que cette question-là, imminemment, l'option militaire, s'il n'y a pas de solution rapide, elle sera appliquée avec les conséquences qui s'en suivent pour le monde et les États régionaux qui nous entourent. Donc nous, effectivement, je pense, comme vous le dites aujourd'hui, que les mouvements militaires qui sont les nôtres aujourd'hui, ce rassemblement militaire qui est le nôtre aujourd'hui, cette prise de conscience militaire qui est la nôtre aujourd'hui, elle fait peur, elle a fait bouger les lignes sur le plan diplomatique, sur le plan géostratégique, et sur le plan militaire. Donc aujourd'hui, nous ne parlons plus de est-ce que la RDC est sous embargo. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, nous avons effectivement commandé des armes dont le transfert a été bloqué. Donc oui, la RDC est en train de s'armer, et c'est une bonne chose. Et le fait que nous nous armions militairement, psychologiquement, cela fait peur non seulement à nos détracteurs, mais aussi aux ennemis de la nation. Quand le convoi des armes est bloqué, est-ce que ce n'est pas la stratégie de l'ennemi qui veut à tout prix que la RDC ne soit pas suffisamment équipée? Bien sûr, mais comme je l'ai dit, notre détermination reste la même. Justement, face à cette velléité expansionniste, que faire alors? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres alternatives? Il y a une multitude de partenaires internationaux qui existent. Si la RDC aujourd'hui souhaite s'armer, avec les richesses dont nous avons possession aujourd'hui, il y aura nécessairement des fournisseurs, des pays étrangers qui ne sont pas sous la botte des Nations Unies, qui pourront nécessairement nous accompagner dans ce processus-là. Ou bien les Nations Unies, tenant compte des richesses qui sont les nôtres, comprendront qu'il y a une nécessité d'être beaucoup plus transparent et coopératif avec la RDC, qui en réalité ne souhaite que simplement disposer de son pays de manière normale et transacter, faire des affaires, de la coopération de manière transparente avec la communauté internationale. Donc même pour la communauté internationale, la paix est profitable. La guerre, elle l'est, mais la paix est profitable. Et notre démarche est de défendre notre pays pour redistribuer les cartes et traiter de manière commerciale, équitable avec tout le monde, et surtout pour la RDC et notre population. Junior Koudoura, communicateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, mais également cadre du parti au pouvoir. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Votre dernier mot par rapport à toutes les thématiques abordées. La mobilisation derrière le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique où nous sommes beaucoup plus agressifs, où nous défendons notre patrie, notre pays, où la RDC est en train de s'armer militairement, et à travers cet armement militaire, je souhaite que nos populations soient beaucoup plus vigilantes, je souhaite que l'opposition mette ses ambitions personnelles de côté pour se rallier devant le chef de l'État, car cette stabilité profite à tout le monde, à notre population, et je souhaite qu'effectivement les populations retrouvent la paix, et pour cela nous devons nous mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État et mener à terme ce combat contre l'agresseur. Merci beaucoup, c'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir encore sur ce deuxième numéro de Parlons en Nation. On espère encore vous retrouver dans le tout prochain jour avec d'autres thématiques mais également d'autres sujets qui feront l'actualité. Merci, ce sera toujours un plaisir pour moi de répondre au présent à votre invitation et puis de répondre aux questions et aux préoccupations des Congolais. J'espère que mes éléments de réponse ont été suffisamment clairs ou du moins ont pu apporter davantage d'informations et d'éclaircissements aux populations qui se posent des questions. Et ce sera toujours un plaisir d'être reçu sur Parlons Nation
cette émission que vous animez si bien. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est un acteur politique très actif, mais également dans la famille politique du président de la République, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette émission est complètement terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vos suggestions, prières de nous écrire tout justement au numéro affiché au bas de vos petits écrans, et toutes vos suggestions nous seront le bienvenu. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Les héros dans l'ombre, ils sont nombreux. Rodin Talaï derrière les caméras, Adam, mais également Jonathan Makila. Merci beaucoup à vous, nos fidèles téléspectateurs. On se retrouve au tout prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.